Je me tenais au fond de l'église de la Madeleine, le lourd parfum des lys emplissant l'air tandis que le chœur chantait doucement pour les funérailles du PDG. David Fournier avait été bien plus que le simple dirigeant de l'entreprise. Pour moi, il avait été un mentor, un défenseur dans des salles où personne d'autre ne prononçait mon nom, même si peu le savaient, quelqu'un qui m'avait discrètement accordé sa confiance au-dessus de tous les autres. Le conseil d'administration était assis au premier rang, leurs costumes sombres impeccablement repassés, leurs expressions soigneusement arrangées en masques de chagrin. Je savais ce qu'il en était réellement. Pour eux, la mort de David n'était pas une tragédie. C'était une opportunité. Une semaine plus tôt, juste avant que son cœur ne le lâche, David m'avait demandé de venir dans son bureau. Je le voyais encore, assis derrière ce grand bureau en chêne, sa voix plus faible que d'habitude mais toujours assurée. « Élise » avait-il dit en faisant glisser une liasse de documents vers moi. « Je te fais plus confiance qu'à n'importe qui d'autre ici. Quand je ne serai plus là, ils essaieront de détruire ce que nous avons bâti. C'est pour ça que je te donne ceci. » J'avais fixé les papiers, mes mains tremblant en réalisant ce que c'était. Un transfert officiel de sa participation majoritaire de 51%, avec sa signature déjà certifiée par notaire à côté de la mienne. « Tu sauras quand le moment sera venu », m'avait-il dit. Alors, à l'enterrement, je suis restée silencieuse. Le conseil d'administration n'en avait aucune idée. Ils me jetaient des regards de temps en temps, chuchotant entre eux comme s'ils se partageaient déjà l'empire qu'ils laissaient derrière lui. Qu'il fasse. Une semaine plus tard, j'étais assise en face d'eux dans la salle de conférence de la direction, à la Défense. L'air sentait le cuir et le café. Leur visage était solennel, mais il y avait une lueur de satisfaction qu'aucun d'eux ne pouvait totalement dissimuler. « Élise », commença le président du conseil, son ton dégoulinant d'une fausse sympathie. « Nous avons examiné les opérations, à la lumière des récents changements, nous avons décidé de mettre fin à votre contrat. Avec effet immédiat. Veuillez rassembler vos affaires et quitter les lieux. » Ces mots auraient dû m'anéantir. Autrefois, il l'aurait fait, mais maintenant, tout ce que je ressentais était un calme étrange. J'ai souri. Je comprends. Merci pour cette opportunité. Ils clignèrent des yeux, décontenancés par mon absence de protestation. Pas de larmes, pas de supplications, juste une acceptation tranquille. La sécurité va vous raccompagner, ajouta l'un d'eux rapidement, comme s'il craignait que je ne m'emporte soudainement. J'ai rassemblé mes affaires sans un mot, suis passé devant des rangées de collègues qui faisaient semblant de ne pas regarder, et suis entré dans l'ascenseur. Alors que les portes se fermaient, j'ai aperçu mon propre reflet. Mes lèvres esquissèrent le plus léger des sourires. Comme lundi allait être amusant. De retour dans mon appartement parisien, j'ai posé le carton sur le sol et l'ai ouvert lentement. À l'intérieur, il n'y avait que quelques objets personnels. Le stylo de ma mère, un carnet, une photo encadrée de ma nièce. Rien de grande valeur. Le vrai trésor était en lieu sûr. À l'abri, là où personne de l'entreprise ne pouvait le toucher. 51%. Une participation de contrôle. Assez pour les renvoyer tous un par un si je le voulais. Mais je savais qu'il ne fallait pas se précipiter. David m'avait prévenu, ils tourneront comme des vautours. Ne leur montre rien tant qu'ils ne se sont pas révélés les premiers. Et ils l'avaient déjà fait. Dès le vendredi, j'ai entendu les rumeurs. D'anciens collègues m'envoyaient des messages. Le conseil d'administration célébrait. Des verres dans un bar branché du 8e arrondissement. Des toasts à de nouveaux départs. Quelqu'un avait même plaisanté à la machine à café en disant que je devais probablement pleurer jusqu'à m'endormir. Qu'ils rient. Lundi, ils découvriraient ce que leur arrogance leur avait coûté. Pourtant, assise dans mon appartement silencieux ce soir-là, le chagrin m'a frappé. Pas pour le travail. Je n'avais aucun amour pour ces jeux de pouvoir, mais pour David. Il avait cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Quand les promotions m'échappaient, quand mes idées étaient volées en réunion, quand on me disait de sourire un peu plus si je voulais avancer, David, lui, me voyait. Il me disait que j'étais la stratège la plus brillante de la pièce, même quand ils essayaient de me rendre invisible. Je me suis souvenu de notre dernière conversation.
Ils te sous-estimeront, Élise, m'avait-il dit. C'est ton avantage. Ils penseront que tu es fini, et quand ils réaliseront leur erreur, il sera trop tard. Il avait raison. Je me suis servi un verre de vin et j'ai ouvert mon ordinateur portable. À l'écran se trouvait le dossier qu'il m'avait donné, un aperçu détaillé des membres du conseil, de leurs arrangements secrets, de leurs contrats parallèles et de leurs primes non déclarées. Des preuves suffisamment solides pour les réduire en cendres si je le voulais. Mais ce n'était pas le plan. Pas encore. Le plan était plus grand. J'ai fermé l'ordinateur et me suis penché en arrière, contemplant les lumières de la ville par la fenêtre. Le week-end s'étendait devant moi, le calme avant la tempête. J'imaginais leur visage suffisant lundi matin, leur choc quand ils réaliseraient que l'actionnaire majoritaire n'était pas l'un des leurs. C'était moi. Cette seule pensée m'a porté toute la nuit. Ce n'était pas la fin de mon histoire. Ce n'était que le début. Le lundi matin est arrivé plus tôt que prévu. Je me suis réveillée avant le réveil. Le silence de mon appartement était lourd d'anticipation. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas à me précipiter au bureau. Pas de café avalé à la hâte, pas de sourire poli dans l'ascenseur. Je me suis préparé une cafetière de café frais, me suis assise sur mon balcon et j'ai regardé la ville s'éveiller en dessous de moi. À 7 heures, le conseil d'administration devait être réuni dans la salle de conférence, se félicitant d'avoir rationalisé les opérations. Ils pensaient que j'allais disparaître tranquillement dans le chômage, peut-être mendier une lettre de recommandation, ou sombrer dans l'oubli. Au lieu de cela, j'étais assise ici avec quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas imaginer, le contrôle. J'ai ressorti le dossier, le document juridique que David avait signé quelques jours avant sa mort. Un transfert de sa participation de 51%, certifié par notaire, validé et attesté. C'était blindé. Mon avocate, maître Hélène Dubois, l'avait déjà examiné 2 fois. Ces mots exacts résonnaient encore dans ma tête. Élise, c'est inattaquable. Ils ne sauront pas ce qui leur arrive. Mais David avait été clair. Je ne devais pas le révéler trop tôt. Si j'entrais dans cette salle de réunion aujourd'hui en agitant des papiers, il s'agiterait, mobiliserait des armées d'avocats et transformerait la bataille en des mois de litige. Le timing était essentiel. En milieu de matinée, mon téléphone a commencé à vibrer de messages. « Élise, tu as vraiment été virée ? Ils disent que ton poste était redondant. » Le conseil a porté un toast au fait de s'être enfin débarrassé du « poids mort ». Poids mort. L'ironie m'a presque fait rire. Puis un autre message est arrivé. Celui-ci de Sophie, l'une des rares collègues en qui j'avais confiance. Il parle déjà de vendre des divisions. Guillaume se vante qu'il va prendre la direction des opérations. C'est le chaos. J'ai bu mon café lentement, laissant l'information s'imprégner. Ils agissaient vite, imprudemment, aveuglés par leur propre ambition. Parfait. Cet après-midi-là, Maître Dubois a appelé. Ils vous attaqueront dès qu'ils connaîtront la vérité, dit-elle, son ton vif et professionnel. Vous n'êtes plus une simple employée. Vous êtes l'actionnaire majoritaire. Mais tant que vous ne le révélerez pas, ils vous croiront impuissante. C'est votre levier. Je sais, ai-je répondu. David m'a dit d'attendre le bon moment. Alors attendez, mais soyez prête. Quand vous frapperez, faites en sorte que ce soit définitif. Sa confiance m'a rassurée. Maître Dubois n'était pas n'importe quelle avocate. Spécialisée en droit des sociétés, elle était assez redoutable pour démanteler un contrat ligne par ligne. David avait insisté pour que je la consulte des mois plus tôt, bien avant sa mort. Il me préparait déjà à l'époque. Ce soir-là, j'ai visité le petit bureau que j'avais discrètement loué dans le centre-ville. Un espace modeste, rien d'extraordinaire, mais il avait une caractéristique cruciale, la confidentialité. Loin du conseil d'administration, loin des ragots de l'entreprise. À l'intérieur, j'avais installé un bureau, un classeur et un tiroir verrouillé où reposaient les documents de David. Je me suis assise au bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à examiner les rapports trimestriels de la société. Les chiffres racontaient une histoire que personne ne voulait dire à voix haute.
Des marges en baisse, des investisseurs agités et un conseil d'administration qui tentait désespérément de masquer les fissures. Sans le leadership stable de David, ils étaient exposés. Et sans mes 51%, ils étaient condamnés. Pourtant, le doute s'est insinué à la tombée de la nuit. Étais-je vraiment prête pour cela? Affronter une salle remplie d'hommes qui avaient le double de mon âge, tous rompus à la politique et à la manipulation. Ils se moqueraient de moi, me rejetteraient, me combattraient. Je me suis souvenu des innombrables fois où l'on m'avait coupé la parole en réunion, où mes idées avaient été volées et reformulées par quelqu'un d'autre. Les promotions qu'on m'avait promises puis refusées. Les fois où j'étais resté tard pour régler des problèmes que d'autres avaient causés, pour les voir ensuite en récolter le mérite. J'ai serré la mâchoire. J'étais prête. David ne m'avait pas choisi par pitié. Il m'avait choisi parce qu'il savait que j'avais la patience de les users, la prévoyance de voir le jeu dans son ensemble. Dimanche soir, le conseil avait déjà commencé ses manœuvres. Guillaume m'a appelé à l'improviste. Sa voix était suffisante, feignant la sympathie. Élise, j'ai entendu dire que tu avais quitté l'entreprise. Coup dur. Si tu cherches des opportunités, je peux peut-être glisser un mot pour toi ailleurs. J'ai failli éclater de rire. Au lieu de ça, j'ai gardé un ton neutre. C'est généreux de ta part. Bien sûr, il faut bien s'entraider, n'est-ce pas? Ricana-t-il. Bref, je vais annoncer de nouvelles initiatives cette semaine. Des temps passionnants nous attendent. Félicitations, Guillaume, ai-je répondu doucement. Quand j'ai raccroché, mon sourire est revenu. La semaine prochaine, les initiatives de Guillaume n'auraient plus aucune importance. Lundi soir, je me tenais près de la fenêtre de mon appartement, les lumières de la ville scintillant sur la vitre. Demain, j'entrerai dans cette tour non pas comme la femme qu'ils avaient renvoyée, mais comme la propriétaire de l'entreprise même qu'ils pensaient contrôler. Cette pensée m'a rassurée, mais elle portait aussi un poids. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de prouver ce que David m'avait toujours dit, le vrai pouvoir n'est pas bruyant. Il est silencieux, patient, attendant le moment exact où le silence se transforme en tonnerre. Je me suis servi un autre verre de vin en murmurant dans la nuit. Demain, le jeu commence. Le lendemain matin, je me suis habillée avec un soin délibéré. Un tailleur bleu marine, sobre mais élégant. Rien de tapas accent grave-l'œil, rien qui ne puisse être interprété comme une performance. Si aujourd'hui devait compter, et ce serait le cas, je devais avoir l'air de ce que j'étais, calme, préparé, inévitable. Quand je suis arrivé à la tour, la sécurité a d'abord hésité. Après tout, le conseil d'administration m'avait renvoyé. Mais je leur ai tendu une enveloppe scellée avec l'entête de mon avocate. À l'intérieur se trouvaient les instructions de maître Hélène Dubois, citant ma position d'actionnaire majoritaire et mon droit d'assister à toute réunion du conseil. Leurs visages ont changé instantanément. En quelques minutes, on m'escortait à l'étage, non plus comme une employée cette fois, mais comme quelque chose qu'ils n'avaient pas encore compris. La salle du conseil était exactement comme dans mes souvenirs. Table en acajou poli, fauteuil en cuir, un mur de verre surplombant l'horizon. Les hommes autour de la table ont levé les yeux, la surprise vacillant sur leur visage quand je suis entrée. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» marmonna Guillaume, déjà en train de froncer les sourcils. J'ai posé doucement ma mallette avant de répondre. « Bonjour, messieurs. Je crois que j'ai tout à fait le droit d'être ici. » Le président s'est éclairci la gorge. « Élise, cette réunion est réservée aux membres du conseil. Comme vous le savez, votre contrat de travail a pris fin la semaine dernière. » J'ai fait glisser le dossier sur la table. « Alors vous voudrez lire ceci. » Il y eut une pause pendant qu'il ouvrait le document. Son expression changea lentement. Confusion, incrédulité, puis une horreur naissante. Les autres se sont penchés, leurs yeux parcourant les signatures notariées, les sceaux légaux, l'écriture de David. Finalement, le président leva les yeux, le visage blême. « Ceci. Ce n'est pas possible. » « C'est tout à fait possible, ai-je répondu d'un ton égal. 3 jours avant sa mort, David Fournier m'a transféré sa participation majoritaire de 51%. Ce qui fait de moi l'actionnaire de contrôle de cette entreprise.
Le silence était lourd, seulement rompu par le bourdonnement de la climatisation. Puis Guillaume a frappé du poing sur la table. C'est scandaleux. Vous vous attendez à ce qu'on croie qu'il vous aurait cédé le contrôle, à vous de toutes les personnes? J'ai soutenu son regard sans ciller. Croyez ce que vous voulez. Les documents sont valides, attestés, notariés et enregistrés. J'ai déjà parlé à mon avocate. À partir de cet instant, votre autorité est soumise à mon approbation. La salle a explosé. La moitié du conseil a commencé à chuchoter avec urgence. D'autres ont feuilleté les documents comme s'ils espéraient y trouver une erreur. La voix de Guillaume a percé le bruit, dur et amer. Elle bluffe. Elle n'a aucune expérience, aucune légitimité. David ne lui aurait jamais fait confiance avec ça. C'est drôle, dis-je doucement. Parce qu'il l'a fait. Et contrairement à vous, Guillaume, il valorisait les résultats plus que la politique. Son visage vira au rouge. Vous croyez que vous pouvez simplement débarquer ici et prendre le contrôle? Je ne crois pas, ai-je répondu en me penchant en avant. Je sais. À ce moment, le président a tenté de reprendre le contrôle. Même si cet arrangement est valide, Élise, vous comprenez sûrement les défis, les investisseurs, les clients, les employés. Cette révélation pourrait tout déstabiliser. J'ai laissé ces mots en suspens un instant avant de répondre. Déstabiliser ou restaurer la confiance? Parce que soyons clairs, sans David, votre château de cartes était déjà en train de s'effondrer. J'ai vu les rapports. Des marges en baisse, des investisseurs agités, des contrats qui vous filent entre les doigts. Vous n'avez fait que masquer les fissures avec de la peinture. David le savait. C'est pour ça qu'il m'a choisi. La vérité de mes paroles les a réduits au silence plus efficacement que les documents. Il savait que j'avais raison. Les chiffres ne mentaient pas. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. Je l'ai laissé sonner, le posant délibérément face visible sur la table. Le nom qui clignotait sur l'écran était un nom qu'ils reconnaissaient tous, Anderson Holdings, notre plus grand investisseur institutionnel. Le timing n'aurait pas pu être meilleur. Excusez-moi, dis-je en répondant calmement. Oui, Élise Martin à l'appareil. Le conseil observait, s'efforçant d'entendre pendant que j'écoutais. Puis j'ai hoché la tête. Bien sûr, je vous rencontrerai cet après-midi. Oui, nous discuterons de l'avenir de l'entreprise. J'ai mis fin à l'appel et posé le téléphone. Ils sont déjà au courant, dis-je tranquillement. Et ils sont prêts à discuter. L'expression sur le visage de Guillaume était impayable. Le choc laissant place à la peur. Pendant l'heure qui a suivi, le conseil s'est agité. Ils ont exigé des éclaircissements, contesté la légalité, tenté d'argumenter sur des détails techniques. J'ai répondu à chaque question calmement, une par une, en citant les validations légales que Maître Dubois avait préparées. Il pouvait retarder, oui, mais il ne pouvait pas annuler le fait accompli. L'entreprise était désormais sous ma direction. Finalement, je me suis levé, rassemblant mes papiers. Messieurs, je vous laisse le reste de la journée pour vous adapter à la nouvelle réalité. Demain matin, nous nous réunirons à nouveau, et nous discuterons alors de la restructuration. Correctement, cette fois. Sans attendre de réponse, j'ai quitté la pièce. Le couloir extérieur était bordé d'assistants et de personnel faisant semblant de ne pas écouter aux portes. Leurs yeux me suivaient, curieux, incertains. J'ai offert un petit sourire calme en passant. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti le poids du pouvoir se mettre en place. Pas de la vengeance, pas encore. C'était quelque chose de plus grand. Les mots de David résonnaient dans mon esprit. Ils te sous-estimeront, Élise. C'est ton avantage. Et il l'avait fait, de façon spectaculaire. Le conseil n'a pas attendu le lendemain pour paniquer. À midi, les emails ont commencé. D'abord du secrétaire général de la société, puis de leur conseil juridique externe. Des mots comme « contester »,« capacité juridique »,« mesures conservatoires » apparaissaient en gras. Ils allaient argumenter que David n'avait pas toute sa tête quand il avait signé. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que la lumière de l'appartement reflétée sur la vitre ressemble à une deuxième lune, plus froide.
Maître Dubois a appelé avant que je ne puisse composer son numéro. Ils vont attaquer sur sa capacité juridique, dit-elle, sans même dire bonjour. Nous nous y sommes préparés. Vous avez l'acte notarié, l'attestation du médecin datant de la même semaine, et les 2 déclarations de témoins. J'ai déposé une requête en référé pour une ordonnance de maintien du statu quo. Pas de vente d'actifs, pas de changement de direction, pas de gros contrat tant que la question de la propriété n'est pas résolue. Un juge l'accordera ? Le tribunal de commerce de Paris aime préserver le statu quo. Nous sommes sur un terrain solide. Concentrez-vous sur les investisseurs. Exact. Les investisseurs. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 32e étage d'Anderson Holdings à 14 heures. Le sourire de la réceptionniste était professionnel. La salle de conférence était en verre et en acier. L'horizon, une fine ligne bleue derrière. Victoria Lambert. La cinquantaine est lancée, avec le genre de calme qui vient de ceux qui ont tout vu 2 fois. Elle m'a serré la main et s'est assise. Nous voulons de la stabilité, dit-elle. Pas de drame. Dites-moi pourquoi vous devriez avoir notre soutien. Je n'ai pas parlé de trahison ni de rumeurs de couloir. J'ai parlé de chiffres. La consommation de trésorerie a augmenté de 11% d'une année sur l'autre, tandis que le chiffre d'affaires réalisé est stable. Le taux de désabonnement des clients est passé de 6% à 9%. La réponse du conseil a été cosmétique. Des mouvements de personnel. Des communiqués de presse. Aucune solution opérationnelle. Mon plan à 90 jours, geler les dépenses non essentielles. Auditer chaque contrat à renouvellement automatique. Lier les bonus à la marge brute plutôt qu'aux réservations. Créer une cellule de rétention pour les 50 plus gros clients avec des responsables désignés. Et faire appel à un directeur des opérations par intérim avec une discipline en matière de compte de résultats. Qui ? Demanda Victoria. 2 noms. David les a validés. Sheila Park de Riverton et Adrien Cole, ex-Istmark. Tous 2 ont des offres de consultation en attente. Je connais leur disponibilité. Elle n'a pas sourcillé. Et la gouvernance ? J'utiliserai le consentement écrit des actionnaires pour renouveler le conseil. 3 sièges seront remplacés par des professionnels sans lien avec la direction actuelle. Un président du comité d'audit indépendant sous 30 jours. Engagement public à une politique de vote sur la rémunération des dirigeants. Des conférences téléphoniques trimestrielles avec les investisseurs, avec des détails par segment. Plus de boîtes noires. Victoria a croisé les mains. Si le tribunal maintient le statu quo et que votre participation est confirmée, Anderson vous soutiendra sous condition. Obtenez le consentement, nommez le directeur des opérations par intérim et tenez-nous informés 2 fois par semaine. Vous aurez notre lettre demain matin. J'ai expiré pour la première fois depuis des heures. Merci. Sur le trottoir, mon téléphone a de nouveau vibré. Sophie. Ils disent au personnel que tu as falsifié des documents. Guillaume a dit que tu as profité d'un homme mourant. Les RH ont ordonné de récupérer tes emails. J'ai arrêté de marcher. Est-ce qu'ils effacent les archives ? Ils essaient. Le chef de la sécurité informatique a refusé sans une résolution du conseil. Il a demandé l'approbation du directeur juridique. Ils ne l'ont pas, bien, dis-je, et je le pensais. Pas seulement stratégiquement. Certaines personnes avaient encore une colonne vertébrale. De retour chez moi, l'email de Maître Dubois m'attendait. Une lettre scannée à en-tête de l'hôpital, signée par le médecin de David la semaine où il avait signé le transfert. Le patient est sain d'esprit et pleinement orienté. Apte à prendre des décisions juridiques. Nous n'avions jamais voulu l'utiliser. Maintenant, c'était un bouclier. À 18h, une alerte a retenti sur mon téléphone. L'hebdo des affaires, exclusif, une vice-présidente évincée défie le conseil en revendiquant une participation majoritaire. L'article citait un cadre supérieur me qualifiant d'« instable » et d'« opportuniste ». J'ai lu les mots 2 fois. Ils n'ont piqué qu'une seule fois. J'ai répondu comme David m'avait appris à le faire. Silencieusement.
J'ai transféré l'article à Victoria avec une seule ligne, nous ne nous engagerons pas dans ce théâtre médiatique. L'exécution seule compte. Sa réponse est venue rapidement. Bonne réponse. À 19h, Maître Dubois et moi étions à son cabinet pour finaliser le consentement écrit des actionnaires. C'était 3 pages et une grenade. Révocation des administrateurs A, B et C, nomination des administrateurs P, Q et R, ratification de l'autorité opérationnelle par intérim du directeur des opérations. J'ai signé lentement, comme on signerait une carte de condoléances, sachant que le monde de quelqu'un changerait en la lisant. Les huissiers partent à 20h, dit Maître Dubois. Ils seront à leur porte à 21h. Et l'audience au tribunal est demain à 10h. Nous demandons qu'aucun changement de personnel ne se produise sans votre consentement. Si c'est accordé, la construction de l'empire de Guillaume est en pause. En pause, ai-je répété. Patience, encore. Toujours la patience. Nous avons descendu le dossier ensemble jusqu'au hall. Sur une impulsion, j'ai demandé, est-ce qu'on s'habitue un jour à cette partie ? La partie où les gens vous montrent qui ils sont vraiment, dit-elle. J'espère que non. En rentrant, j'ai fait un détour par la tour de bureau. À travers la vitre, je pouvais voir la lueur de la salle du conseil, des silhouettes bougeant, des mains fendant l'air. J'ai pensé aux fois où j'étais resté là jusqu'à minuit, à réparer les erreurs de quelqu'un d'autre pendant que ces mêmes silhouettes trinquaient à l'autre bout de la ville. J'ai resserré mon manteau et continué à marcher. À 21h12, Guillaume a appelé d'un numéro inconnu. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Son message était un mélange de menaces et de fausses sollicitudes. Élise, sois raisonnable. Tu ne sais pas ce que tu fais. Ça va te ruiner. Viens demain. On te trouvera une porte de sortie honorable. Je l'ai transféré à Maître Dubois. À conserver. Sophie m'a envoyé une photo quelques minutes plus tard. Une enveloppe blanche scotchée à la porte de la salle du conseil. Signification de consentement écrit des actionnaires, tamponnée en bleu. En dessous, une deuxième photo, le visage de Guillaume en pleine dispute, les yeux durs. Ils sont secoués, écrivit-elle. La sécurité informatique vient de bloquer la purge des emails. Le directeur juridique est finalement intervenu. De petites victoires. Des victoires nécessaires. Vers minuit, j'ai ouvert le vieux carnet de David, celui avec ses notes et ses flèches soignées entre les noms. À côté de Guillaume, il avait écrit « Pense à court terme ». Coince-le avec des délais. À côté du président, déteste l'embarras public. Adore la procédure. Utilise-la. À côté de mon nom, il avait écrit une seule ligne. Main sûre. J'ai fermé le carnet et l'ai posé à côté de mon téléphone. Demain à 10h, un juge déciderait si le chaos ou le calme régirait la semaine suivante. À 11h, si nous tenions bon, je réunirais le conseil, mon conseil, pour la première fois. J'ai éteint la lampe. Dans le noir, la ville bourdonnait, indifférente et vivante. Le pouvoir n'était pas un rugissement. C'était un pouls que l'on apprenait à maintenir. Et dans l'espace régulier entre les battements de cœur, je pouvais entendre David clairement. Laisse-les bouger les premiers, puis rends la chose définitive. Le tribunal était bondé ce matin-là, mais lorsque le juge a accordé l'ordonnance de maintien du statu quo, la dernière illusion de contrôle du conseil s'est brisée. Pas de vente d'actifs, pas de licenciement, pas de nouveaux contrats, rien sans mon consentement. Guillaume a quitté la salle d'audience le visage rouge, chuchotant furieusement au président. Je n'avais pas besoin d'entendre les mots. Je connaissais déjà la conversation. Nous avons perdu. À 11h précises, j'ai réuni le conseil. Cette fois, j'étais assise en bout de table. 3 nouveaux administrateurs, sérieux, compétents, indépendants, ont pris leur place sans fanfare. La vieille garde fulminait, leur indignation étouffée par l'ordonnance judiciaire dans ma mallette. Je serai brève, ai-je commencé. L'entreprise appartient à ses clients, à ses employés et à ses actionnaires, pas à des égos personnels. Cela s'arrête aujourd'hui. Guillaume, votre démission est effective immédiatement. Rémunération gelée en attente d'un audit. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée.
Le président s'est agité sur son siège, mal à l'aise, mais n'a rien dit. Un par un, leur pouvoir s'est évanoui. Pas par des cris, ni par du spectacle, mais simplement par la paperasse et la patience. Dans l'après-midi, les investisseurs avaient publié des communiqués soutenant la transition. Le personnel a reçu un email à l'échelle de l'entreprise. Avec effet immédiat, Élise Martin assumera l'autorité opérationnelle en tant qu'actionnaire majoritaire et présidente par intérim. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer de messages, certains de félicitations, d'autres stupéfaits. Le SMS de Sophie m'a fait sourire. Je n'ai jamais vu autant de gens se souvenir soudainement de ton nom. Pourtant, alors que la journée s'achevait, j'étais seule dans mon bureau, surplombant la ville. Une photo encadrée de David sur le bureau à côté de moi. Ce n'était pas le triomphe que je ressentais. C'était la responsabilité. Il ne m'avait pas donné 51% pour la vengeance. Il l'avait fait parce qu'il croyait que je protégerais ce qu'il avait construit de ceux qui voulaient le vider de sa substance. J'ai murmuré dans le silence. J'espère que j'ai bien fait. La vérité est que la vengeance n'avait jamais été le but. C'était la justice. Et parfois, la justice ressemble moins à un feu d'artifice qu'à un silence. Constant, inébranlable, définitif. Le soir, le bâtiment était presque vide. J'ai parcouru les couloirs silencieux, me remémorant les années que j'avais passées à être ignorée. Méprisée, sous-estimée. L'ironie ne m'a pas échappé. Il m'avait renvoyé pour m'effacer. Et ce faisant, il m'avait donné la seule chose qu'il ne pourrait jamais reprendre. Le contrôle. Cette nuit-là, j'ai fermé la porte du bureau derrière moi. Les lumières de la ville s'étendaient devant moi. Demain apporterait des audits, des réunions, la reconstruction, un travail acharné. Mais pour la première fois, ce serait selon mes propres termes. Et c'était ça, la vraie victoire.